Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, merci d'être venus pour la première de ce cycle du coup, de 5 tables rondes. On commence avec une conférence introductive sur la ville néolibérale avec Gilles Pinson, qui me fait le plaisir d'être là ce soir. Et du coup, c'était important de commencer par ce thème-là parce que c'est des thèmes qui sont importants à comprendre. C'est un thème qui est assez compliqué, donc on a la chance de pouvoir en parler ce soir. Et voilà, nous, on avait vraiment envie de faire ce cycle sur l'architecture doit-elle être politique. C'est un peu né des mobilisations. On s'est rendu compte qu'il y avait des questions dont on ne parlait pas du tout à l'école. Donc, c'est des thématiques qui ne sont pas exhaustives. On a fait une sélection sur un peu à notre propre appréciation. Donc, on espère que vous viendrez aux autres. Et voilà. Merci encore. C'est toi qui fais que c'est jaune, Merci beaucoup. Donc, la première conférence, elle a pour titre « Qu'est-ce que la ville néolibérale ?» Et donc, c'est Gilles Pinson qui va commencer par une présentation d'environ 45 minutes. Et l'idée, ensuite, c'est vraiment que vous ayez des questions pour vraiment amorcer une discussion avec lui, entre nous, etc. Pour vraiment essayer de répondre à tous les questionnements qu'on pourrait avoir vis-à-vis de la ville libérale et des politiques urbaines aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter un peu, Gilles Pinson. Donc, vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po Bordeaux. Vous êtes également chercheur au centre Émile Durkheim et vous êtes aussi, vous dirigez, vous êtes président du Forum urbain. Donc, c'est un organisme à Bordeaux qui regroupe un peu les différents chercheurs qui travaillent sur les questions urbaines. Ah, ça n'existe plus. Bon, bah, ça n'existe plus. Mais voilà, c'est un organisme qui regroupait un peu les chercheurs sur les questions urbaines à Bordeaux et qui essayait un peu d'animer le débat public là-dessus. Donc vous travaillez depuis un moment sur les différentes politiques urbaines. Vous vous êtes principalement intéressé à leur transformation au tournant des années 90 et vous avez publié en 2009 un ouvrage qui s'intitule « Gouverner la ville par projet ». Et donc aujourd'hui, on vous a invité pour présenter cet ouvrage, donc « La ville néolibérale », qui est aussi ici, il est à la bibliothèque si vous voulez le voir, enfin le lire, pardon. Donc voilà, il a été publié en 2020 au PUF, donc les presses universitaires de France. Et donc voilà, donc vous ne présentez pas du tout cet ouvrage comme un manifeste, vous le présentez plutôt comme une lecture critique de travaux que vous présentez pour leur qualité. Donc il ne faut pas vraiment le voir comme un manifeste. Donc je pense que cet ouvrage il est assez important pour nous, étudiants en architecture, parce que ça permet vraiment de nous donner des clés de compréhension des projets urbains actuels. Et donc pour les analyser, comprendre dans quel contexte ils sont faits, et pourquoi et comment ils sont faits, je pense que c'est important pour nous en tant qu'architectes. Et vous reviendrez à la fin de vos conférences sur ça vis-à-vis de nous, étudiants et futurs architectes. Donc voilà, donc je voulais vraiment remercier Gilles Pinson de sa présence, parce que c'est pas forcément facile, donc il vient de Bordeaux. Et voilà, bah, merci beaucoup, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci. Attendez la fin pour voir si vous m'applaudirez. D'abord, désolé pour le retard. Deuxièmement, merci pour l'invitation. Et puis, troisièmement, le forum urbain, effectivement, n'existe plus, faute de financement, mais bon, il n'est pas inimaginable qu'il reprenne vie et qu'il renaisse de ses cendres. Voilà. Alors, donc, bon, la commande qui m'a été faite, c'est de présenter ce qui est contenu dans un ouvrage qui est paru il y a 2 ans, 3 ans, aujourd'hui, et qui est une manière pour moi d'introduire des travaux qui, en études urbaines, dans la communauté des études urbaines à l'échelle internationale, sont devenus assez dominants, et un paradigme de lecture des transformations de la ville et des politiques urbaines qui est devenu assez dominant, le paradigme qui consiste donc à appréhender la transformation des villes et de leur gouvernance comme déterminé par un processus de néolibéralisation. Donc là, j'ai mis un certain nombre d'ouvrages en anglais qui, depuis presque 20 ans, creusent un peu cette piste théorique. J'ai voulu écrire ce bouquin, alors comme
je sais plus ton prénom, Baptiste l'a dit, qui est pas un manifeste. Alors parfois certains le prennent pour un manifeste, tout le monde y voit un peu ce qu'il a envie d'y lire, mais qui est plutôt en fait un bouquin de prof, très modestement, d'introduction critique à des théories qui existent, qui sont en circulation, et qui me semblait être assez peu connues au moment où j'ai écrit l'ouvrage. Donc c'est un ouvrage d'introduction critique à des thèses qui, vous allez le voir, moi, me fascinent assez, tout en suscitant chez moi une espèce de réserve critique. Alors, pour vous donner un peu le contexte de l'émergence de ce paradigme, en fait, cette thèse de la ville néolibérale est portée essentiellement par des géographes plutôt anglophones, anglo-américains, parfois aussi des sociologues, des politistes, plus rarement des urbanistes. Et en fait, c'est au départ plutôt des géographes urbains ou des géographes économiques, donc des gens qui s'intéressent à la manière dont le capitalisme se déploie dans le territoire, dans l'espace, et qui en fait depuis 40 ans en fait s'intéressent aux transformations des villes, et qui au départ les interprètent plutôt comme procédant d'un passage du Fordisme au post-Fordisme, d'une forme de production industrielle à une autre, d'un état du capitalisme à un autre. Et donc en gros, au départ, ils ont plutôt une lecture très matérialiste, qui ne fait pas vraiment rentrer en ligne de compte la question du projet politique. Qu'est-ce qu'il y a, qui se pose pas vraiment la question des idéologies politiques, des entreprises politiques, des programmes politiques, des forces politiques qui ont pu accélérer cette transition. Voilà. Et c'est en fait uniquement à partir des années 2000 que ces auteurs-là disent, en fait, derrière ces transformations économiques qui ont transformé les villes, il y a aussi, avant tout, et à l'initiative de tout ça, à l'origine de tout ça, des transformations politiques et idéologiques qu'ils vont essayer d'interpréter. Et c'est là que la notion de néolibéralisme va apparaître, et c'est comme ça que des gens qui travaillaient plutôt sur la postmodernité, sur le post-fordisme, commencent à travailler sur le néolibéralisme. Alors, pour commencer, peut-être qu'on peut donner une définition première, une définition provisoire. Alors, vous voyez, moi je suis pas archi, je fais des PowerPoint assez moches, plein de textes. Bon, mais voilà, ça sert surtout de pense-bête pour moi, en fait. Alors, en gros, on peut signaler quatre choses, quatre éléments qui constituent cette logique de néolibéralisation. D'abord, une logique de marchandisation, commodification en anglais, qui voit en fait un certain nombre de biens qui constituent la ville être de plus en plus perçus comme des biens économiques qui doivent être liquides, qui doivent être transférables, qui doivent être vendables, qui doivent être évaluables, et qui doivent circuler entre les différents propriétaires. Donc il y a cette idée de plus en plus que pour que la ville fonctionne correctement, il faut qu'elle soit innervée par les mécanismes du marché qui permettent de vendre et d'acheter du sol, des logements, des services, des équipements, des espaces publics. Et puis là, au-delà, l'idée aussi que la meilleure manière d'être un citadin, c'est d'être un citadin entrepreneur, consommateur, non plus forcément, principalement, un citoyen ou un habitant. Articulé à ça, il y a cette idée aussi dans le néolibéralisme que pour que la ville soit bien gouvernée et qu'elle fonctionne bien, il faut privilégier des régulations marchandes, faire en sorte que de plus en plus, ce soit les régulations du marché et moins des régulations publiques, la planification, la possession publique des sols, qui gouvernent la ville, qui produisent la ville. Quatrième élément, on y reviendra, c'est la valorisation de la concurrence dans tous les domaines de l'activité sociale et dans toutes les dimensions de la vie urbaine, comme un mécanisme d'ajustement des comportements, à la fois des individus, des firmes, mais aussi des territoires. Donc il y a cette idée que le marché est une orthopédie, est une discipline qui doit guider le comportement des individus. Et on verra que c'est très ambigu, parce que c'est finalement moins le marché en tant que tel, ou la concurrence en tant que telle qui est valorisé, parce que parfois le néolibéralisme produit aussi des phénomènes de monopole. C'est plutôt un ethos marchand, un ethos compétitif qui est valorisé. Et sans doute la dernière chose qui est la plus importante, et ce qui souvent crée la confusion entre libéralisme, néolibéralisme, ultralibéralisme, etc., c'est que vraiment la définition du néolibéralisme, elle fait une place importante à l'État. En fait, l'État d'époque n'est pas la victime de ce mécanisme, n'est pas un spectateur de ces mécanismes, il est un acteur très important de cette néolibéralisation.
Alors voilà, donc je passe sur le plan, mais en gros, on m'a dit que c'était important de resituer un peu les termes, notamment justement entre libéralisme, ordolibéralisme et néolibéralisme. Donc je vais commencer par ça. Ensuite, je vous présenterai un peu les différentes interprétations du néolibéralisme avant de venir à 3 dimensions de la vie néolibérale et puis de me lancer dans une critique sympathique, autrement dit bienveillante. Alors, d'abord, pour bien comprendre ce que c'est que le néolibéralisme, il faut le comparer au libéralisme. Le libéralisme n'a pas forcément bonne presse en France. On oublie souvent que quand même, au départ, c'est une philosophie politique qui essaye quand même de lutter contre l'arbitraire des pouvoirs autoritaires, des pouvoirs despotiques, et qui promeut les libertés individuelles. Alors certes, avant tout les libertés de commercer, mais progressivement aussi qui va promouvoir les libertés individuelles. Et au départ, ce libéralisme cherche plutôt justement à protéger ces libertés contre les intrusions de l'État. Bon. Et puis, en fait, les libéraux, parce que les libéraux, il y en a plein de sortes, et il y en a nombreux, c'est une longue tradition politique, même Keynes était un libéral, à partir des années 20-30, ils sont confrontés à quelque chose d'assez étrange, c'est-à-dire qu'ils pensaient que le marché, comme institution de régulation des rapports sociaux, était un mécanisme très fort qui allait s'imposer par la force de la raison et de la preuve, et ils sont confrontés dans les années 20-30 à l'économie planifiée soviétique, à l'économie de guerre nazie, puis au New Deal aux États-Unis, enfin, et toutes sortes de choses, de phénomènes qui voient l'État et les régulations publiques revenir fortement dans l'organisation des sociétés et des économies. Et donc, ils se disent, bah, le marché est en train de se faire bouffer par l'État, par les régulations publiques étatiques, et peut-être qu'on n'a pas assez pensé à protéger les institutions de marché, les institutions du marché. Peut-être qu'on n'a pas assez pensé à la manière dont l'État pouvait protéger les mécanismes de la concurrence, les mécanismes de la monnaie, etc. etc. Donc, voilà, ils se réunissent en 1938 dans un fameux colloque qui a été étudié par Serge Audier, un historien des idées. Et là, les libéraux se disent, bah, il faut qu'on refonde notre pensée et qu'on pense davantage aux institutions politiques qui vont permettre de protéger le marché. Voilà. Et ça va donner lieu en fait à deux familles de néolibéralisme. Un néolibéralisme plutôt modéré, plutôt européen, qu'on va appeler l'ordolibéralisme, qui est plutôt une pensée très présente dans l'Europe germanique, et qui va réfléchir notamment à comment on peut défendre, préserver les institutions des marchés libres. Et notamment, c'est les Allemands qui vont réfléchir à ça, parce qu'ils voient notamment l'hyperinflation dans l'entre-deux-guerres en Allemagne, et ils se disent, ben voilà, on n'a pas protégé la monnaie, on n'a pas pensé à une indépendance de la banque centrale qui émet la monnaie contre les interventions du pouvoir politique. Et donc le pouvoir politique a fait n'importe quoi avec la monnaie, il a fait marcher la planche à billets. Donc ça a créé l'hyperinflation qui a dévalorisé la monnaie, qui a fait s'effondrer l'économie. Donc ils commencent à réfléchir à une institution qui va devenir centrale dans la pensée de l'ordolibéralisme allemand et puis qui ensuite va être exportée à l'échelle européenne, c'est l'indépendance de la banque centrale, celle qui produit, émet la monnaie. Bon, alors, dans cet ordolibéralisme, il y a quand même tout un ensemble de pensées sur, voilà, il faut protéger les marchés d'eux-mêmes, notamment protéger les marchés du monopole. Dans un marché spontané, se crée souvent une concentration, puis des monopoles. Et là, il commence à se dire, il faut créer des institutions qui vont casser et empêcher qu'émergent des monopoles. Donc en gros, l'idée, c'est le marché est une petite chose fragile qu'il faut préserver par des institutions et une intervention de l'État. Mais on reste dans un libéralisme qui continue à penser que l'économie, c'est quand même au service d'un projet social, comme dans l'économie sociale de marché. Alors, il y a une version beaucoup plus hardcore du néolibéralisme qui va venir alors, plutôt d'intellectuels venus du monde germanique, comme Friedrich Hayek, mais qui ont migré aux États-Unis, et qui vont inventer le néolibéralisme version nord-américaine, où là, en fait, certes, on reprend toutes les idées de protection de la monnaie contre l'intervention de l'État, de la politique, mais au-delà de ça, on va plus loin, on dit que le marché est une valeur sacrée, est un mécanisme sacré, divin, qui fabrique les bons comportements, qui fabrique des bons citoyens, qui fabrique des bons individus, des bons pères de famille. Et en fait, ici, le marché doit être une orthobédie sociale qui doit régler les comportements, moraliser les comportements, et qui doit se diffuser
dans tous les compartiments de la vie sociale. Alors, et dans cette conception nord-américaine du néolibéralisme, le rôle de l'État, c'est de promouvoir, parfois de manière très agressive, les logiques et la règle du marché par des interventions, par une abolition des mécanismes de l'État social, des mécanismes de redistribution qui créent de l'assistanat, qui créent des personnes mauvaises moralement, etc., etc. Et ça va se faire de manière, y compris, assez autoritaire. C'est pour ça que Milton Friedman, par exemple, va être l'un des inspirateurs du programme économique de Pinochet au Chili. On a fêté, il y a quelque temps, les 50 ans du coup d'État, enfin, fêté, on a commémoré les 50 ans de la chute du gouvernement Allende. Le Chili va être le laboratoire d'un pays autoritaire où un État autoritaire promeut des mécanismes de marché en détruisant l'État social, en mettant au premier plan la protection de la propriété privée et plutôt la protection privée des groupes dominants, parce que ces groupes dominants, les grands propriétaires, sont considérés comme étant les agents économiques les plus efficaces. Et bien entendu, tout ça va avec une moindre importance à accorder à la question des droits individuels qui était fondamentale dans le libéralisme politique classique. Alors, donc ça c'est un peu la généalogie du néolibéralisme. Maintenant, sur le marché intellectuel, il y a différents types de lecture du néolibéralisme. Je vous en présenterai essentiellement 3, et puis je vous présenterai ensuite comment les géographes qui ont théorisé la vie néolibérale ont un peu fait leur miel avec tout ça. Alors, la première lecture du néolibéralisme, c'est une lecture marxiste, incarnée par le grand géographe. Donc j'espère qu'on vous fait lire de manière obligatoire tous les travaux en école d'archi. Bon, j'ai pas trop d'espoir, mais parce qu'il n'est pas forcément très connu en plus. Bref, en France. En fait, David Harvey est un géographe marxiste. Il a inventé le matérialisme historique et géographique. Et en gros, il dit les marxistes n'ont jamais pensé l'espace dans leur approche marxiste. Et en gros, pour lui, le néolibéralisme, c'est tout simplement une affaire de renversement du rapport de force dans les rapports entre classes sociales. C'est une revanche de classe, c'est une revanche de la classe dominante qui s'était vue un peu spoliée par toutes les avancées de l'État-providence, des États-providence pendant les 30 Glorieuses, qui s'est vue un peu spoliée par l'instauration du Fordisme, cette idée un peu folle mise en place par un entrepreneur fascisant, Henry Ford, qu'il fallait payer davantage les ouvriers pour qu'ils achètent des voitures, et qui ensuite a inspiré tout un tas de programmes publics et privés de redistribution de la valeur pour que davantage de groupes sociaux soient intéressés au capitalisme. Bon, ça, c'était le Fordisme, et après est venu le post-Fordisme, la dérégulation de ces institutions du Fordisme, et en fait, David Harvey dit qu'à un moment donné, il y a des révoltes fiscales dans la bourgeoisie, dans les années 70, ils veulent plus payer pour les pauvres, ils veulent plus payer pour les minorités ethniques, et donc c'est une revanche de classe qui est à l'origine d'entreprises politiques comme celle de Thatcher en Grande-Bretagne ou celle de Reagan aux États-Unis. Donc voilà, c'est tout simplement un renversement du rapport de force entre les groupes sociaux, et ça va se traduire par des politiques publiques qui passent du welfare to people, on redistribue en direction des gens, à welfare to capital, on redistribue plutôt en faveur des détenteurs du capital, au prétexte que c'est eux qui portent la croissance, qui portent l'innovation, etc., etc. Il y a une autre lecture du néolibéralisme, alors vous verrez que c'est pas forcément incompatible, mais une lecture plutôt portée par Bourdieu et ses acolytes ou ses disciples, qui dit, les approches marxistes c'est bien sympa, mais derrière, on ne voit jamais quel est l'agent, enfin, quels sont les acteurs concrets qui portent cette révolution. Et surtout, ce marxisme un peu primitif a un peu tendance à oublier que dans toute cette affaire, l'appareil d'État a joué un rôle. Et donc, Bourdieu et quelqu'un comme Loïc Vacan dit, en fait, ce qui déclenche la bascule néolibérale, c'est aussi et surtout des renversements de rapports de force au sein des administrations de l'État, avec des gens qui sont plutôt promoteurs de solutions néolibérales qui deviennent de plus en plus forts au détriment des défenseurs des approches plutôt keynésiennes. Donc si on veut comprendre la genèse des politiques néolibérales, il faut regarder au sein de l'État les rapports de force qui ont pu se jouer entre administrations, entre différentes disciplines, entre différentes écoles d'économistes qui agissent au sein de l'État. Et tout ça, en tout cas, produit effectivement ce que raconte Loïc Vacan dans ses travaux, le fait que de plus en plus l'État
considère que voilà, le welfare ça coûte trop cher et qu'il faut alléger la main gauche de l'État et son poids. La main gauche, c'est celle qui éduque, qui soigne, qui torche. À sa main droite, celle qui punit. Voilà. Et puis enfin, il y a la lecture foucaldienne, donc tous les héritiers de Foucault et Foucault lui-même, parce que Foucault est un des premiers à avoir un peu réfléchi à la question du néolibéralisme dans les années 70, dans ses cours au Collège de France. Et en gros, en fait, Foucault, lui, il s'intéresse pas tellement à la question de savoir comment ça arrive, par qui ça arrive, et qui sont les groupes sociaux porteurs. Il constate simplement qu'il y a des mécanismes de gouvernement des sociétés qui changent. Et que progressivement, on passe d'un État qui cherchait à former des citoyens dociles, obéissants, prenant pas d'initiative. Et l'incarnation de ça, c'était l'école, c'était l'usine fordiste avec sa division très étroite du travail. De plus en plus, on voit un État qui dit au contraire, non, on veut des citoyens entrepreneurs qui prennent des initiatives, disrupteurs, voilà, et tout un tas de mécanismes, d'instruments de politique publique commencent à vouloir créer ce qu'ils appellent des nouvelles subjectivités, donc créer des individus entrepreneurs. C'est-à-dire que par exemple, sur le marché du logement, on ne va pas vous loger en vous donnant un logement social. On va plutôt vous dire, voilà un bon, et va te démerder sur le marché du logement. Voilà. Donc on va essayer de créer des individus entrepreneurs. Alors, nos géographes dont je parlais au début, en fait, ils vont faire la synthèse de tout ça. Ils vont dire, nous on reprend tout ça, on reprend la lecture matérialiste, on reprend la lecture constructiviste qui s'intéresse aux mécanismes de transformation des politiques publiques, on s'intéresse aussi à l'approche foucaldienne, et notamment à la manière dont elle est sensible à la diversité des formes de néolibéralisme, et on va appliquer tout ça à la vie. Bon, je vais assez vite, et je vous présente justement cette application à la vie. Alors, première étape, c'est la néolibéralisation de l'urbanisme. Bon, ça, c'est la chose la plus facile à comprendre. En fait, ce qui va se passer, c'est que tout un tas de changements macroéconomiques, macro-politiques vont avoir des effets sur les politiques urbaines et vont faire que les politiques urbaines vont passer de plus en plus de politiques de la demande, de soutien à la demande, donc de soutien aux habitants, de production de dispositifs de redistribution, à des politiques de l'offre, visant plutôt à soutenir les opérateurs économiques. Alors, d'abord, au niveau national, vous avez des bouleversements en Grande-Bretagne, aux États-Unis, avec des politiques qui renoncent, par exemple, à soutenir les activités industrielles, à soutenir les industries publiques, qui décident de diminuer la voilure de l'État-providence. Voilà. Donc, le cas archétypique, c'est celui de la Grande-Bretagne, où, voilà, on dit, Margaret Thatcher dit, on va arrêter de soutenir les vieilles industries qui sont déficitaires, qui ont été nationalisées, qui sont des bastions syndicaux, et on va plutôt spécialiser la Grande-Bretagne sur ce qu'elle a toujours su faire, de la finance. Donc voilà, on arrête le soutien aux industries, et tout ça va bien entendu avoir un effet très fort sur des villes qui, dans les années 70, vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, mais qui étaient toutes des villes industrielles, même Paris était une ville industrielle. Voilà. Et puis, les États centraux vont serrer le kiki financier aux gouvernements locaux, et comme en Grande-Bretagne, les gouvernements locaux sont très spécialisés dans la fourniture du welfare, donc dans la production de l'aide sociale, dans la production de logement social, dans les politiques éducatives, tout ça va amener à une réduction du welfare urbain sous pression des gouvernements centraux. Bon, alors au départ, quand on regarde un peu ce qui s'est passé en Angleterre, on voit que les maires, les élites politiques urbaines, elles disent au départ, elles renaclent, elles font de la résistance. On m'avait raconté, quand j'étais en Angleterre, qu'à Liverpool, les trotskistes du Parti travailliste qui dirigeaient la ville à un moment, passaient leur temps à passer des motions au sein du conseil municipal insultant tous les noms Margaret Thatcher. Bon, et puis plus ça va, plus ils l'insultent, plus ils voient leur transfert baisser, donc ça ne marche pas. Donc certains se disent, il va peut-être falloir qu'on change notre stratégie.
Et puis en plus, tous s'attendaient à ce que Margaret Thatcher fasse qu'un mandat. Manque de bol, les Argentins ont attaqué les Malouines, les Falklands, et ils ont repris pour encore 4-5 ans de Margaret Thatcher. Donc ils sont tellement désespérés qu'ils se disent bon, eh ben, on va faire avec ce gouvernement en place et avec les politiques qu'il nous impose. Et comme ce gouvernement veut qu'on ait des politiques beaucoup plus pro-business, beaucoup plus favorables à l'investissement immobilier, eh bien allons-y gaiement. Donc on voit progressivement dans les années 80-90, et pas seulement en Angleterre, mais aussi en France, où on voit émerger ces figures de maires entrepreneurs, des maires qui disent notre boulot, c'est plus uniquement d'accompagner les politiques de l'État et de faire un peu des politiques sociales à la marge. Notre mission en tant que maire, c'est de positionner les villes, notre ville, dans un marché international des territoires qui est de plus en plus concurrentiel. Donc ça va se traduire par notamment la renaissance des grands projets urbains. L'urbanisme se reconfigure non plus autour d'une approche très plan-plan de régulation du droit des sols et de production de logements sociaux. Non, on va se lancer dans des grands flagship projects, donc les Euro-Atlantique, Euro-Méditerranée. Là, vous avez la confluence à Lyon. Donc des politiques créant des vitrines urbaines pour attirer un certain nombre de groupes sociaux, notamment les groupes sociaux dont on pense qu'ils sont à l'origine de la croissance urbaine, comme les cadres, les classes créatives plus récemment. Ça va être une période merveilleuse pour les archis, parce que ça va être la grande période où les archistars vont faire leur apparition, surfant sur la vague de cette réintroduction d'un goût pour la qualité urbaine, pour les espaces publics. Parce que ce qui est très ambigu, et ce à quoi il faut être attentif pour vous archis, c'est que ce mouvement des projets urbains qui vendent la ville sur un marché international, c'est aussi un moment où on tourne le dos à l'urbanisme fonctionnaliste et on redécouvre l'intérêt de travailler les espaces publics, de travailler la qualité architecturale, parce qu'on sait bien que les élites urbaines en recherche de localisation sont sensibles à ces éléments-là. Donc David Harvey dit, voilà, dans les années 80, les archis disent, bon allez, la planification, l'urbanisme pour redistribuer et pour faire la ville pour tous, c'est fini. On se met au service de la production d'une architecture qui plaît au goût des groupes sociaux dominants. Je vous l'ai fait un peu caricatural pour vous provoquer, mais enfin c'est un peu l'idée. Bon, et puis ça se traduit par tout un tas de trucs. Alors, state-led gentrification. On s'est rendu compte qu'au départ, la gentrification, c'était peut-être un processus spontané, et puis progressivement, on se rend compte que les villes ont bien compris tout le profit qu'elles pouvaient tirer de la gentrification. La gentrification, ça remplace dans les zones centrales des villes les pauvres par des riches, et les riches payent plus d'impôts. Bon, en tout cas, les classes moyennes, qui ont peut-être une classe moyenne supérieure, qui ont un peu moins de possibilités de faire jouer l'optimisation fiscale. La culture est enrôlée dans ces stratégies d'attractivité. Alors moi, je vous ai mis cette affiche du voyage à Nantes, parce que moi, je suis nantais, et la parabole des politiques culturelles à Nantes sur 20-30 ans est absolument incroyable, parce qu'au départ, c'est toujours le même acteur, Jean Blaise, le grand pape des politiques urbaines nantaises, qui au départ est un petit patron de MJC de banlieue, et qui devient le grand Manitou des politiques urbaines nantaises qui vont rendre cette ville grise, triste, confère la chanson de Barbara, pour en faire une ville ultra sexy. Bon, je dis ça, je ne sais pas si c'est partagé, mais qui va créer sa marque à travers la culture. Voilà. Et une culture dont on vous dit à Nantes, la culture, c'est certes pour faire un peu de démocratisation culturelle, mais c'est pour faire du marketing territorial. Et le voyage à Nantes, c'est non seulement tout un tas d'opérations culturelles telles qu'Estuaire, qui est une espèce de biennale de land art, mais c'est aussi la gestion d'infrastructures muséales, c'est aussi tout un tas d'éléments de branding urbain. Ça crée une marque qui permet de vendre Nantes à l'étranger. Alors, ça, c'est la néolibéralisation du capitalisme, c'est ce qui est peut-être le plus simple à comprendre. Le deuxième aspect de la ville néolibérale est peut-être un peu plus conceptuel, un peu plus compliqué à expliquer. En gros, c'est l'urbanisation du néolibéralisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, les villes deviennent l'écosystème naturel du capitalisme néolibéral financiarisé, globalisé. Je ne sais pas si on vous parle d'Henri Lefebvre dans vos cours en archi,
Mais Henri Lefebvre disait un truc marrant. Il disait le capital, il a deux circuits. Le circuit secondaire, le circuit classique. Les capitalistes mettent l'argent là où il y a les rendements les plus efficaces. Et là où sont ces rendements les plus efficaces dans les années 50-60, c'est l'industrie. Et puis des fois, ils ont des surplus, ils ne savent pas quoi en faire. Donc, ils vont investir un peu dans l'immobilier, mais c'est vraiment du placement de père de famille, un peu secondaire, qui ne génère pas beaucoup de rendement, qui permet de faire des placements un peu sûrs. Bon. Et puis, il nous dit, bon, il y a des pays un peu bizarres, genre l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, où l'industrie est un peu faible. Alors, pour l'Italie, c'est que pour l'Italie du Sud que ça vaut. L'industrie est faible, et donc, par contre, le monde du BTP est très fort, entretenu notamment par le tourisme. Et donc, en fait, dans ces pays, bizarrement, le capitalisme immobilier est premier par rapport le circuit secondaire est plus important que le circuit primaire. Mais c'est une exception. Dans tous les pays capitalistes normaux, les capitalistes mettent leur argent dans l'industrie. Bon. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ce que Lefebvre considérait comme secondaire va devenir principal. C'est-à-dire que les villes et tout ce qu'elles comportent, logements, équipements, sols, vont plus devenir uniquement des placements de tranquillou, de pères de famille, vont devenir des placements extrêmement rémunérateurs. Vont susciter un intérêt très fort des capitalistes. Et puis là-dessus va se créer un phénomène qu'on appelle la financiarisation. De plus en plus, les financiers vont s'intéresser aux biens urbains et vont faire en sorte que ces biens deviennent de plus en plus liquides, qu'ils s'échangent de plus en plus facilement. Donc voilà, par exemple, la défiscalisation, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais voilà, on demande à vos parents ce qu'ils veulent faire de leur épargne, et le banquier va leur dire bah, vous avez des produits de défiscalisation, là, vous habitez à Montpellier, mais c'est pas grave, je vous propose d'acheter un appartement pour étudiants à Lille, quelqu'un va le gérer pour vous, ça va vous rapporter un peu d'argent, vous n'aurez pas besoin de vous occuper du choix des locataires, vous n'aurez même pas besoin de savoir quel produit vous avez acheté, c'est un produit financier comme un autre, qui peut se vendre, qui peut se céder comme un autre. Voilà. Ça va valoir aussi, bien entendu, pour les prêts immobiliers. La fameuse crise des subprimes, c'est le produit d'un processus par lequel même les emprunts immobiliers, les hypothèques, comme ils disent aux États-Unis, vont devenir un bien financier, un produit financier qu'on peut échanger, sur lequel on peut spéculer. Et puis à un moment donné, on spécule et puis on se rend compte que ces titres fondés sur des emprunts, en fait, au départ, c'est de la dette de gens très pauvres et qui sont sans doute pas solvables. Et donc, panique générale, crise des subprimes qui fait s'effondrer tous les marchés immobiliers aux États-Unis, en Espagne, etc. Donc, en gros, voilà, la ville, et ça, David Harvey le dit beaucoup, c'est pas uniquement, et l'immobilier, le sol, c'est pas uniquement une destination secondaire des investissements, c'est devenu une destination primaire, enfin, importante, ce qui explique pourquoi il y a une envolée des prix immobiliers, ce qui explique pourquoi de plus en plus les boîtes de promotion, les banques, les entreprises de la finance ont leur filiale de promotion. Pourquoi en France, par exemple, les banques ont toutes constitué leur filiale de promotion immobilière. Voilà. Troisième volet, alors là, qui vous concerne peut-être moins parce que ça concerne plus des questions politiques, mais bon, j'en parle quand même. En fait, la ville néolibérale, et notamment cette promotion des logiques de concurrence et de cet ethos marchand, elle va aussi concerner la manière dont on gouverne la ville, et la manière aussi dont les rapports entre l'État et les villes s'organisent. Je vais vous prendre 3 exemples. Je vais d'abord vous prendre l'exemple des rapports entre l'État et les villes, en m'appuyant beaucoup sur le travail d'un bon ami commun, Xavier et à moi, Renaud Epstein, qui a travaillé sur la rénovation urbaine. Vous savez, cette politique qui consiste à démolir et reconstruire les grands ensembles, enfin reconstruire différemment. Et en fait, Renaud Epstein dit, bon, il y a une époque, pour venir en aide aux quartiers en difficulté, aux villes en difficulté, on distribuait de l'argent en fonction du degré de pauvreté, ou de deprivation, je ne sais pas comment on dit en français, de dénuement des territoires. Aujourd'hui,
de plus en plus, à travers la promotion de logiques d'appel à projet, l'État tend à distribuer ses subsides, ses transferts, dans un cadre très compétitif, celle des appels à projets, qui amène les territoires à essayer de comprendre ce que l'État attend d'eux. Voilà. Et donc, en tout cas, c'est la thèse de Renaud, l'État ne distribue plus forcément nécessairement à ceux qui ont le plus besoin, mais à ceux qui savent se montrer, aux territoires qui savent se montrer les plus entrepreneuriaux, les plus innovants, et qui savent montrer une certaine conformation à ces attendus. Donc ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est ce que certains ont appelé le virage post-politique et illibéral de la gouvernance urbaine. Je vous disais tout à l'heure, néolibéralisme peut comporter des dimensions illibérales. Dans le néolibéralisme, la question de la transparence démocratique n'est pas forcément une préoccupation très forte. Bon. Et ça va se traduire dans la manière dont de plus en plus les villes sont gouvernées. Et ça a été beaucoup étudié là encore par les camarades britanniques, qui disent comment de plus en plus la gouvernance des villes a tendance à échapper aux institutions représentatives classiques que sont les conseils municipaux, pour être de plus en plus prise en charge par des agences, par des réseaux d'acteurs, par ce qu'ils appellent des quasi-non-governmental organizations, des clubs, des partenariats publics-privés, etc., etc. Et sur les villes britanniques, on le voit très bien, comment un certain nombre de quartiers dans les villes britanniques ont été disons, retirés à la gestion municipale pour être de plus en plus confiés à des grandes agences, un peu comme les établissements publics d'aménagement, hein, qu'on voit à La Défense, qu'on voit à Marseille ou qu'on voit à Bordeaux, qui gèrent des portions de villes à la place des conseils municipaux, parce qu'on considère que les conseils municipaux ne sont pas assez compétents et surtout ne sont pas assez sensibles aux desiderata des investisseurs et des acteurs de l'immobilier. Voilà. Alors, à côté de ça, d'autres auteurs disent, bon, alors, tout ça, c'est une logique d'évasion institutionnelle. C'est-à-dire les processus de décision échappent aux arènes qui les rendaient les plus visibles. Et puis, à côté de ça, vous avez des logiques de dépolitisation qui consistent notamment à considérer qu'il y a des enjeux de compétition territoriale qui sont trop forts, trop importants pour être exposés à trop de débats et à trop de disputes démocratiques. Voilà. Alors ça, c'est ce que raconte notamment Slavoj Žižek, ce que raconte aussi le philosophe Jacques Rancière, comment nos élites ont tendance à considérer qu'il y a des enjeux, notamment de lutte contre la dette, de compétitivité économique, qui sont trop importants pour être exposés à la dispute démocratique et pour être contestés par des gens déraisonnables. Ce qui explique pourquoi, ben voilà, sur Notre-Dame-des-Landes, sur la... C'est quoi l'autoroute ? La 69. Bon, vous ayez un déferlement, un déchaînement de violence contre voilà, des acteurs déraisonnables, jugés comme déraisonnables, qui voilà, se mettent en travers voilà, de cette raison économique supérieure. Alors, souvent, la gouvernance métropolitaine, alors vous êtes parisien, vous êtes c'est peut-être pas facile à comprendre vu la faiblesse de votre gouvernance métropolitaine, vu que vous avez une métropole du Grand Paris dont on se demande à quoi elle sert, sinon faire des appels à projets, justement, sur des bouts de quartiers de gare. Mais disons que là où la gouvernance métropolitaine fonctionne bien, comme notamment les grandes villes de province en France, elle a parfois été identifiée comme justement un lieu tellement invisible par les citoyens, où se passe tellement de choses, où sont tellement concentrées les ressources d'action publique, que ça peut être considéré comme un cas de dépolitisation et d'évasion institutionnelle. C'est-à-dire que les grandes décisions sont prises par des maires dans des cénacles dont n'ont quasiment pas connaissance les citoyens. Et puis, enfin, pour terminer sur cette gouvernementalité urbaine néolibérale, beaucoup de travaux, notamment de sociologues ou d'anthropologues, ont montré comment, à travers un certain nombre de dispositifs matériels, à travers un certain nombre d'incitations, à travers un certain nombre de modalités d'organisation des espaces, on essayait de créer une orthopédie des corps, on essayait d'éduquer les corps urbains. Voilà. Alors le cas le plus typique, là j'ai repris le cas de la gare Saint-Lazare à Paris. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette volonté de transformer les quais, les halls de gare en centres commerciaux ?
Bon, alors, sans doute des enjeux de gestion, sans doute que la SNCF veut se recentrer sur ce qu'elle sait faire rouler des trains, et encore. Bon, mais derrière, on peut aussi voir voilà, cette idée que tous les espaces doivent être conquis pour diffuser les modes de consommation les plus légitimes dans la ville, les modes de consommation, les modes de comportement consommatoires, consuméristes. Voilà. Donc, un hall de gare, c'est pas fait pour traîner dans la salle d'attente, c'est pas fait pour passer la nuit, c'est fait pour circuler et consommer. Voilà, et on pourrait multiplier les exemples, il y a des très beaux travaux sur notamment comment les espaces publics à Las Vegas ont été purgés de toutes les activités non consuméristes, non liées à la consommation, que sont les activités politiques, de déambulation, etc., etc. Voilà. Alors, je suis désolé, je suis dans les temps, ou disait Robert Poulain Je voulais juste terminer par une petite critique sympathique. Alors, je vais d'abord commencer par le côté sympathique. Moi, dans mon cheminement intellectuel de chercheur, ces travaux m'ont beaucoup intéressé. D'autant plus que voilà, on n'en parlait pas beaucoup en France et j'étais quand même assez étonné qu'on n'en parle pas en France parce qu'il me semblait assez puissant et surtout avoir le mérite de réintroduire de la structure du capitalisme dans des débats sur la ville qui me semblaient avoir un peu été expurgés de ces dimensions-là. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est notamment la réflexion sur l'État. Voilà, encore une fois, et c'est sans doute le plus important à retenir, le néolibéralisme, c'est surtout pas la disparition de l'État. Donc moi, je suis vraiment pas pour se débarrasser de la notion. Néanmoins, j'y vois un certain nombre de limites à ces travaux, et je vais aller très vite là-dessus. Limites descriptives, c'est-à-dire que les travaux sur le néolibéralisme, notamment les travaux en anglais, ont tendance à dire que voilà, tous les pays ont été balayés, toutes les villes ont été balayées par l'onde néolibérale. Bon, c'est plus ou moins vrai, et ce qui est un peu pénible parfois, c'est que nos amis anglo-saxons, c'est vrai, ont été traumatisés par Reagan et Thatcher, on peut les comprendre, mais ont tendance à penser, à postuler que voilà, ce qui s'est passé chez eux s'est passé partout pareil ailleurs. Bon, donc on a beau leur dire, ouais, bah, écoutez, chez nous, par exemple en France, il me semble que voilà, il y a encore le welfare urbain, le socialisme municipal, la planification urbaine, la régulation publique des sols, des villes, même si c'est compliqué, même si on est toujours dans une course contre la montre, avec les logiques de marché, elle est encore assez présente. Donc il y a une espèce d'ethnocentrisme un peu agaçant dans ces travaux, consistant à dire que voilà, de toute façon, ne vous inquiétez pas les gars, ce qui est arrivé chez nous va arriver chez vous, donc préparez-vous, hein, voilà. Bon, oui, bah, sauf qu'on peut aussi imaginer qu'il y ait des trajectoires politiques, historiques, dans des pays et dans des villes qui ne soient pas les mêmes. Limite analytique, bon, les définitions sont floues, mais ça, à la limite, c'est pas le plus grave. Ce qui est un peu pénible, c'est le côté un peu omniprésent et omnipotent de cette variable. C'est-à-dire omniprésent, c'est-à-dire que dans tout, il va y avoir du néolibéralisme. Voilà, là où on est, c'est du néolibéralisme. Normalement, ça devrait être le Crous qui s'occupe de ça. C'est quoi ce truc-là où on privatise la distribution de bière, où on paye sa bière au prix du marché, peut-être pas, j'en sais rien, j'espère que je la paierai pas. Voilà, donc à la limite, voilà, les espaces, les interstices où en gros la production publique des biens ou la production étatique des biens peut être considérée comme néolibérale. La participation citoyenne peut être néolibérale. Le projet urbain, ça peut être néolibéral. Donc c'est un peu omniprésent et c'est un peu pénible. Et puis omnipotent, c'est cette idée que ça explique tout. Que dans tous les cas, ça explique tout. Que c'est l'explication suprême de tous les mécanismes. Bon, moi, je suis plutôt... c'est mon côté social-démocrate indécrottable. Pardon, excusez-moi. J'aurais plutôt tendance à dire que voilà, il peut y avoir des logiques de néolibéralisation, mais on peut très bien considérer qu'elles cohabitent avec d'autres logiques de transformation sociale, liées à des processus technologiques, à des changements sociaux, dans les mentalités, dans les pratiques, etc. Donc il n'y a pas de raison de penser que dans un cadre théorique qui permet d'expliquer les changements, le néolibéralisme nécessairement l'emporte sur tout. Et puis, limite normative. Alors qu'est-ce que ça veut dire limite normative? C'est-à-dire que là, je m'attaque un peu au manifeste qu'il y a dans ces travaux sur le néolibéralisme, parce que voilà, les auteurs revendiquent que leurs travaux de recherche en sciences sociales ne sont pas forcément complètement neutres, ils doivent aussi servir les mouvements de résistance. Bon.
bah, je trouve que même là, même si on accepte cette idée que les sciences sociales doivent nourrir la critique et la résistance, bah, peut-être que voilà, on va parfois un peu trop loin. Au risque de me faire taper dessus, par exemple, il y a une manière de concevoir le marché, le capitalisme, de manière un peu sommaire. De ne pas voir que parfois, la réintroduction de marché dans certains domaines peut créer au contraire de la respiration, de plus de liberté. Voilà, par exemple, en Italie, on essaye de recréer, dans l'Italie du Sud, en Sicile plus particulièrement, de recréer un marché agricole qui échappe à la mafia, qui échappe à la régulation trop forte par la mafia et par les pouvoirs politiques. Donc de recréer un marché à peu près sain. Voilà, ben ça c'est une logique de sortie de l'aliénation. Bon, voilà, donc attention à mon sens, à pas voilà, voir le capitalisme comme une forme universelle qui n'aurait pas de variété. Bon. Et puis surtout, à force de se concentrer sur le néolibéralisme, on finit par oublier de documenter et d'analyser d'autres processus de transformation. Par exemple, voilà, l'économie sociale et solidaire, bon, c'est peut-être un truc un peu périphérique, mais ça participe peut-être à réguler les villes autant que le néolibéralisme. Le socialisme municipal a encore de beaux restes. Alors, je ne parle pas de Carole Delga ou de Clément Rossignol, mais voilà, le fait qu'aujourd'hui, dans les villes, il y a encore beaucoup quand même de logements sociaux, d'espaces publics, montre bien qu'il y a tout un ensemble de politiques publiques qui sont régulées par autre chose que le libéralisme. Et puis, bon, on m'a dit qu'il fallait quand même que je parle un peu, et je vais arrêter là après, des implications pour les archis. Voilà, qu'est-ce que... Je ne veux pas vous dire comment il faut que vous pensiez, hein, vous êtes grand, mais en gros, bon, en quoi ça pourrait inspirer un jeune archi en formation? Alors peut-être, première chose, je vous dirai pourquoi ensuite j'ai mis la couverture de ce bouquin qui vient d'obtenir le prix de Renaudot, je crois, et que j'ai lu sur les conseils de Xavier Capodano, libraire du genre urbain. Alors première idée, c'est dépasser une vision irénique du renouveau urbain. On entend souvent dans le discours des archis, on entend souvent dans toute la production, notamment autour de l'atelier projet urbain, enfin ça date un peu, mais dans les années 90-2000, il y a l'atelier projet urbain qui est animé par Ariel Asmas-Bounji au ministère, qui s'appelle à l'époque le ministère de l'Équipement, et qui nous dit, voilà, la ville renaît, les centres urbains renaissent, on a tourné le dos à l'urbanisme fonctionnaliste qui avait détruit les centres, qui avait détruit l'urbanité. Et voilà, on vit un nouveau moment urbain, comme à la fin du XIXe siècle. Et comme à la fin du XIXe siècle, ce nouveau mouvement urbain voit la réapparition de l'art urbain, de l'art de la composition urbaine. On fait beaucoup plus de place aux concepteurs, donc vous, par rapport aux ingénieurs et aux juristes. Voilà, donc c'est une espèce de moment de grâce pour les architectes que ces années 80-90, où on redécouvre le sens de la ville, et enfin on laisse les architectes s'épanouir en concevant de nouveaux espaces urbains plus amènes, plus accueillants, plus favorables à la mixité, etc. etc. Bon. Ouais, à ça j'ai envie de dire, bah oui, mais ce renouveau urbain, vous êtes bien gentils, vous les archis, vous avez peut-être tendance à penser que c'est grâce à une alliance divine entre des maires visionnaires et des concepteurs exceptionnels. Moi, j'ai discuté une fois avec Chemetov, fils, je me rappelle plus, c'est Alexandre. Alors, j'espère qu'il n'a pas des espions ici, mais voilà, qui me racontait comment l'île de Nantes, c'était sa relation avec Jean-Marc Ayrault. Le renouveau de l'île de Nantes, les archis aiment bien penser comme ça, que la ville est faite de rencontres entre le grand édile mécène et le grand concepteur génial, protégé des méchants promoteurs par l'édile. Bon. Bon, moi, ce que j'ai envie de répondre aux archis qui pensent comme ça, bah oui, mais bon, ce renouveau urbain, cette renaissance des centres-villes, cette renaissance de la composition urbaine, il arrive aussi dans un moment socio-économique et politique particulier où les élites veulent revenir en centre, veulent regoûter au plaisir de la ville après avoir goûté au plaisir de la suburbanité, des banlieues. Et tout ça, effectivement, va créer effectivement un marché nouveau pour les archis. Mais voilà, essayez de voir un peu
ce qu'il y a derrière ce renouveau urbain et comment voilà, il est porté aussi par une transformation économique profonde et aussi par des logiques d'exclusion, parce que ce que raconte bien David Harvey dans le bouquin que je vous montrais au tout départ, Condition of Postmodernity, en fait, à partir des années 80-90, les archis retrouvent un peu d'énergie et d'espoir en l'avenir parce qu'on leur demande voilà, de fabriquer de la beauté. Pas uniquement de fabriquer de la ville et du mètre carré de logement, mais de la beauté. Et donc, quand il dit, voilà, c'est le passage à la postmodernité, on abandonne les grands espoirs de transformation de la vie par la ville et l'urbanisme à une pratique architecturale qui va répondre à des besoins et à des aspirations de niche de certains groupes sociaux. Et ça, c'est ce que raconte très bien Kevin Lambert dans Que notre joie demeure. Alors, Kevin Lambert, c'est un auteur canadien qui raconte l'histoire de Céline Wachowski, qui n'existe pas, hein, mais qui est une architecte montréalaise, très célèbre, très riche, mais qui se pense de gauche, et qui va être retenue pour créer le siège social d'une grande entreprise qui pourrait être Amazon, mais qui s'appelle, je ne sais plus, WeBuy, je crois, dans son roman. Et en fait, cet architecte va être confronté à des mouvements de gens qui lui disent « ton projet participe à la gentrification et à tuer la vie sociale et à débarrasser Montréal de ses pauvres ». Donc elle va être plongée dans des affres de perplexité parce qu'elle qui pensait être avant tout un acteur culturel découvre qu'en fait elle est une actrice du capitalisme mondialisé. Voilà. Donc, alors, reconnaître la contribution de certains architectes aux growth machines. Alors, c'est quoi les growth machines? C'est une théorie américaine qui dit, voilà, la renaissance des villes américaines, la renaissance des centres urbains américains à partir des années 80, Chicago, Los Angeles, New York, elle est portée par des machines de croissance, des alliances entre des politiques, des intérêts de la finance, des intérêts du capitalisme immobilier, et là-dedans font partie, de ces machines, font aussi partie des grandes firmes d'architecture, notamment aux États-Unis. Voilà. Donc, voilà, il faut toujours avoir en tête que voilà, un architecte, c'est un acteur de marché, et un architecte peut toujours potentiellement être pris dans cette logique très capitaliste. Mais vous le savez sans doute. Et puis enfin, voilà, repolitiser la fonction et la pratique de l'architecture, je ne sais pas comment ça peut se traduire. Est-ce que ça veut dire faire que du logement social? J'en sais rien. Est-ce que ça veut dire arrêter de construire? J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est sûr que cette ville néolibérale, comme d'autres acteurs, les architectes, ont participé à la produire et à la faire advenir. Voilà, je vous remercie, en espérant avoir pas été trop long ni trop rapidement. Écoutez, merci beaucoup. Ce fut très dense en tout cas pour moi. J'avoue, j'ai pas tout compris. J'espère que vous avez posé pas mal de questions parce que c'est un peu chaud. Voilà. Et donc, est-ce que quelqu'un veut poser une question? Je sais pas s'il y a des questions tout au fond. Il faudra peut-être parler à haute voix. Qui veut se lancer? Toi, peut-être. Non, j'en ai Peut-être. Est-ce qu'au moment où vous avez commencé à en parler en France, vous avez dit que les marques étaient beaucoup implantées? Est-ce que c'était parce que ça existait moins en France qu'on l'inventait moins, ou juste qu'on s'en rendait pas compte? Et est-ce qu'on a aidé un peu de comment c'est arrivé? Est-ce que c'est arrivé de la grande Shotland? Alors, deux éléments de réponse. Pourquoi on a mis plus de temps alors pas forcément à adopter, mais à considérer cette lecture? Je pense que d'abord, on a été moins touchés. Voilà. Le fait est que lorsque Reagan et Thatcher arrivent au pouvoir aux États-Unis et en Grande-Bretagne, nous, c'est la gauche qui arrive au pouvoir. Bon, donc ça a pu. Et même si la gauche a subi, selon certains, à cette époque, une conversion au marché, elle est restée sans doute beaucoup moins importante que... Et puis, deuxième élément, ce qui est très frappant lorsqu'on regarde la teneur du débat intellectuel, notamment aux États-Unis, c'est qu'on constate que la pensée critique, et notamment la pensée critique marxiste,
est beaucoup plus présente qu'aujourd'hui en France. Et les pensées critiques sont aussi beaucoup plus présentes. Je crois que nous, en France, on a vécu un moment de refoulement des théories marxistes, structuralistes, très critiques après les années 60-70, où le marxisme était très dominant. Et du coup, on a été très marqué par une espèce de reflux de ces pensées au profit de pensées beaucoup plus micro, beaucoup plus sensibles à la variété des contextes, et beaucoup, enfin, en gros, mais tirant le frein à main de la montée en généralité théorique. Voilà. Et même, d'une certaine manière, Bourdieu, qui a été très dominant dans les années 80-90, l'a été par une approche produisant de la théorie relativement micro, et pas de la grande théorie comme ça. Voilà. Et puis, bon, voilà, après, on a eu la sociologie de l'organisation, la sociologie de l'action publique, qui était plus sensible à la variété des acteurs, la variété des logiques à l'œuvre dans la production de la ville, et qui de fait, en est devenue beaucoup plus réticente à ces grandes théories très généralisantes, et qui tentent d'isoler une variable massive qui fait tout changer. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Vas-y. Déjà, merci pour votre introduction. Intéressant. J'avais des questions concernant la lecture de certains phénomènes contemporains de la vie en France, et en particulier à Paris, en perspective avec la théorie de la ville générale. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de décisions politiques parmi les années 2000, comme par exemple la loi SRU et la création de rue, plus récemment, parce que vous disiez récemment que les néolibéralistes s'opposaient à une théorie fortiste de la ville dans laquelle les industries ont toute leur place. Par rapport à ça, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de l'incitation politique aujourd'hui à réintroduire l'industrie dans les villes et à recréer de l'activité industrielle est-ce que ça peut se lire sur un prisme justement de politique libérale? Il y a plein de choses dans votre question, SRU, en rue, etc. Et puis la question de l'industrie et de la réintroduction de l'activité industrielle. Voilà, la loi SRU, dans la lecture de la vie néolibérale, elle est incompréhensible. La loi SRU, donc pour ceux qui ne connaissent pas, notamment son article 55, je crois, qui au départ impose dans des agglomérations d'un certain seuil démographique 20%, puis 25% de logements sociaux. Alors on peut la critiquer dans tous les sens parce qu'elle est fondée sur une idée un peu vague de la mixité sociale. Elle est fondée sur peut-être une vision un peu utopique du logement social qui est nécessairement voué à loger les plus pauvres, etc. Bon, et en tout cas, elle porte quand même une volonté de maintien d'une certaine diversité sociale dans les villes qu'on ne peut absolument pas comprendre, à mon sens, à travers la lecture de la vie néolibérale. Bon, de la même manière, l'ANRU, alors, mon collègue Renaud Epstein lit l'ANRU surtout au travers des rapports entre l'État et les territoires. Et il dit, voilà, avant, on avait la politique de la ville, et la politique de la ville, c'était une politique partenariale, avec des objectifs définis localement pour chaque quartier par l'État, le département, la région, les villes, etc. Et on est passé à une politique ultra descendante sur la base d'appels à projets, et qui met en concurrence des... Voilà. Donc, je pense que Renaud serait d'accord si je vous disais dire que, d'une certaine manière, la modalité de distribution des financements a des aspects néolibéraux, mais la loi, la pratique de l'ANRU, c'est quand même une pratique d'investissement massif dans les quartiers populaires, alors qui cherche certes à civiliser les populations des quartiers populaires par la présence des classes moyennes, par la présence espérée des classes moyennes, et ça c'est peut-être éminemment critiquable, mais je n'y vois pas non plus énormément de traces du néolibéralisme. Et puis ce que vous dites, voilà, sur le souci nouveau qu'on a
par exemple, du maintien, alors du maintien en général et du maintien dans les zones plus centrales, des activités industrielles, artisanales, logistiques. Effectivement, moi, c'est quelque chose que je rencontre localement. Je l'ai rencontré quand j'ai travaillé sur Lyon, je l'ai rencontré en travaillant sur Bordeaux, notamment les tenants du grand projet de ville pour la rive droite à Bordeaux, où sont concentrés l'essentiel des HLM à Bordeaux. Notamment avec ce discours consistant à dire mais nous, il faut qu'on maintienne des activités industrielles, artisanales, logistiques qui permettent d'employer des gens avec des basses qualifications pour qu'ils puissent trouver encore de l'emploi chez eux, enfin proche de chez eux. Voilà. Donc c'est pour ça que, bon, voilà, certes, l'obsession de la compétitivité, l'obsession de la croissance et l'obsession pour l'attraction d'un certain nombre de populations dans les villes peut relever en France du néolibéralisme, mais il y a plein d'autres aspects des politiques urbaines qui, à mon sens, ne peuvent pas être lus ni interprétés par le néolibéralisme. C'est pour ça que moi je dis neoliberalization is not enough. On ne peut pas considérer que c'est la seule inspiration, la seule ligne idéologique qui détermine les politiques urbaines. Et ça, à la limite, sans... enfin, on pourrait en parler, mais c'est... À la limite, en France, c'est quasiment plus les villes de gauche qui ont été plus néolibérales que les villes de droite. Parce que les villes de droite sont restées libérales. Ils s'en foutaient un peu, ils laissaient faire. Mais bon, on pourrait parler de la différence entre Alain Juppé et Gérard Collomb. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Merci beaucoup pour la conférence. Moi, c'était plus une question historique, mais du coup, ça rebondira sur ce que vous venez de dire. Pour essayer de comprendre vraiment ce que, physiquement, en quoi ça consiste la vie néolibérale, vous parliez des grands projets mitterrandiens des années 80, par exemple, le déplacement des Halles à Rungis, etc. Ça, le déplacement des Halles, ce serait quelque chose qu'on pourrait plutôt mettre du côté de la vie néolibérale, je pense que ce serait une activité industrielle, on va déplacer pour y mettre à la place des centres commerciaux. Mais est-ce que, par exemple, les grands projets mitterrandiens et cet urbanisme un petit peu de la défense, avec de l'interventionnisme en quelque sorte, est-ce que ça relève de la vie néolibérale alors que c'est un gouvernement de gauche? Et j'ai un peu de mal à comprendre à quel moment Paris devient une ville néolibérale, si on en a déjà eu, et si oui, est-ce que c'est avec Mitterrand? Alors, d'abord, les Halles, c'est pas Mitterrand, hein, c'est avant. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que, justement, moi, je prends souvent le cas de la Défense, alors pas tellement de l'Arche de la Défense, mais de ce qui s'est passé avant, pour dire, pour notamment mettre un peu le trouble dans ces bornages historiques sur lesquels travaillent un peu les gens qui travaillent sur la néolibéralisation. Parce qu'en gros, il y a une bascule idéologique très forte entre les années, ce qu'il y a avant les années 80 et ce qui vient après. Et c'est vrai que quand on regarde la Grande-Bretagne, ça marche très bien. Tout simplement parce qu'on ne se rend pas compte à quel point la Grande-Bretagne, avant l'arrivée, le retour des conservateurs, a pu être extrêmement keynésienne, nationalisatrice. Enfin, les Anglais, ils avaient nationalisé même les transports urbains. Il faut se rendre compte. Ils avaient une politique extrêmement ambitieuse de logement social. Voilà. Et en plus, ils internalisaient tout. C'était les communes, c'était les municipalités qui faisaient tout. Bon. Et puis, effectivement, Thatcher arrive et elle vend le logement social, elle vend la ville aux investisseurs, elle marginalise les gouvernements locaux qui sont trop associés au welfare. Bon. Nous, en France, en fait, le problème, c'est qu'on a pratiqué le néolibéralisme bien avant l'heure. La création de l'établissement public d'aménagement de la Défense, 58, je crois. Quand vous regardez les travaux qui ont été faits là-dessus, c'est objectivement fait pour faire concurrence à Londres et faire émerger un secteur de l'immobilier de bureaux en France qui n'existait pas. Donc l'État décide d'une grande opération sur une zone qu'il confisque aux gouvernements locaux pour la confier à un établissement public d'aménagement qu'il dirige lui-même, pour rentrer en compétition avec Londres et susciter l'émergence de professions, d'entreprises spécialisées dans l'immobilier de bureau. Ça, dans les années 50. Théoriquement, le cœur des Trente Glorieuses et du keynésianisme. Et donc, c'est là que je dis, et puis voilà, et puis quand on regarde d'autres choses, et notamment quand on regarde l'Europe du Sud, c'est pour ça que je me bats toujours avec nos amis anglophones, parce que
Ok, ça marche pour vous, mais regardez l'Europe du Sud. Par exemple, eux, ils avaient nationalisé le transport urbain. Ils avaient internalisé tout un tas de fonctions liées à la production de l'eau, à l'assainissement, etc. Nous, depuis le fin du XXe siècle, on pratique la délégation de services publics. On a fait émerger des grandes boîtes, alors privées, mais souvent très proches de l'État, à qui on délègue localement la production de ces biens-là. Et on regarde en Italie, en Espagne, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on avait des formes de production déléguées, donc privatisées d'un certain nombre de biens urbains, dès la fin du XXe siècle, et d'une certaine manière, les 30 Glorieuses, le keynésianisme n'ont pas changé grand-chose à ça. Et donc, bon, alors pour répondre de manière peut-être un peu trop théorique à votre question, c'est vrai que ce qui est embêtant, c'est l'application de cette lecture un peu avant-après. C'est intéressant de réfléchir avec le néolibéralisme si justement on se débarrasse un peu de ces lectures un peu trop par période, qui marchent très bien encore une fois pour la Grande-Bretagne et aussi un peu pour les États-Unis, mais beaucoup moins pour la France par exemple. Et donc, à quel moment Paris devient néolibéral c'est compliqué, parce que Paris s'embourgeoise plutôt sous Chirac, mais Chirac c'est du clientélisme, c'est pas du néolibéralisme. Et les vraies politiques, la vraie mise au travail des politiques urbaines à Paris, c'est avec Delanoë. Et c'est ça qui est ambigu. C'est-à-dire qu'en fait, la droite en France, elle a toujours été plus libérale. Elle était libérale au sens 19e siècle. On fait pas. Moi, quand je suis arrivé à Bordeaux, depuis Lyon, j'ai halluciné. La droite bordelaise, c'est la bureaucratie municipale, intercommunale est quand même très mauvaise. Excusez-moi, j'espère qu'ils ne sont pas là, mais comparé notamment à Lyon. Et surtout, il n'y a pas un pouvoir politique qui a pris l'habitude de mettre au service cette bureaucratie municipale et intercommunale au service d'un projet de ville. Non, ils sont plan-plan. Les élus, ils bossent de lundi à jeudi, puis le jeudi soir, ils s'en vont sur le bassin dans leur villégiature. La maîtrise d'ouvrage sur les agences, les SEM, les structures satellites du gouvernement municipal qu'on trouve partout ailleurs, on va pas trop mettre son nez là-dedans, il y a plus de coups à prendre. Donc, il n'y a pas de mise au service, il n'y a pas de mise au travail. Voilà. Et quand on regarde Lyon à côté, Lyon, effectivement, ça a été plutôt initié par la droite. Mais quand on regarde Gérard Collomb, lui, il bossé ses services, et le Grand Lyon était au service d'un projet, être dans le top 15 des villes européennes, et toutes les politiques urbaines devaient servir à ça. Mais ça n'empêchait pas de lui, Gérard Collomb, avant même la loi SRU renforcée, consistant à mettre 25% et non plus 20%, d'avoir anticipé ça. Donc c'est toujours plus ambigu qu'on le croit. Gérard Collomb a été c'est souvent les maires de gauche en France, les grands maires bâtisseurs, et qui à un moment donné prennent en charge le positionnement de leur ville dans la compétition territoriale européenne. C'est qui? C'est Georges Frêche à Montpellier, c'est Edmond Hervé à Rennes. Peut-être que vous êtes tous parisiens, vous ne connaissez pas la province, c'est des noms complètement inconnus pour vous. C'est Jean-Marc Ayrault à Nantes, c'est Gérard Collomb, et c'est pas des maires de droite, quoi. Bon, et on se dit, alors, est-ce que c'est eux les néolibéraux? Oui, dans un sens, parce qu'effectivement, là, ils ont un vrai projet de mise en compétition, de positionnement, mais il faut bien voir d'où ils viennent, ces gens-là. En fait, ces élus-là, ils ont grandi dans les années 70, dans une phase de crise urbaine, et dans une configuration où l'État ne savait plus quoi faire pour les villes. Moi, je viens de Nantes, 86, fermeture des chantiers navals, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Aujourd'hui, les gens ont l'impression que Nantes, c'est une ville gentrifiée, hyper arrogante, voilà. Mais c'était un trou à rats, on ne savait pas ce qu'on allait devenir après la fermeture des chantiers navals. Donc il fallait des élus qui disent, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se positionne? Qu'est-ce qu'on fait valoir à l'extérieur dans un contexte où l'État ne sait plus ou ne veut plus nous aider? Et n'a plus... parce que voilà, l'État, dans les années 60, il disait, toi, Marseille, tu vas devenir un port de réception des hydrocarbures. Toi, à Rennes, tu vas recevoir l'industrie automobile déconcentrée. Et l'État avait une vision pour les territoires. À partir des années 70-80, ça ne marche plus, il ne sait plus comment faire. Donc ces élus-là, ils vont se dire, avec quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Jean-Marc Ayrault, il dit, on va tenter le pari de la culture. Voilà.
Et ce pari de la culture, il va tellement bien fonctionner que Nantes va se gentrifier, va attirer des touristes. Imaginez, touristes à Nantes, pas dans la chanson de Barbara qu'on aurait pensé à ça. Mais voilà, mais ça, c'était pas dit, c'était pas donné. Donc moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut peut-être faire attention à ne pas confondre entrepreneurialisme, c'est-à-dire cette idée qu'à un moment des maires se disent faut faire des trucs, et les maires et leurs équipes, faut mettre au travail l'administration pour avoir un projet de territoire et le mettre en œuvre. Et autre chose qui est le néolibéralisme, qui est une pensée un peu ancrée dans une espèce de darwinisme social où voilà, on dit qu'on veut plus des pauvres en ville. Bon, voilà. Les maires dont je parle, c'est pas qu'ils voulaient plus des pauvres en ville. Ils constatent qu'aujourd'hui les pauvres peuvent plus se maintenir en ville. Mais en fait, ils sont victimes du succès des politiques urbaines qu'ils ont mis en œuvre avant et qui n'étaient pas pensées pour ça. Mais donc concrètement, je n'arrive pas trop à comprendre, enfin je pense que j'ai compris, mais est-ce que c'est grave ce qui est en train de se passer là? Et est-ce que c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment qu'on fasse parce que c'est pas vraiment... Et parce que c'est pas mon boulot, moi je suis pas un gourou, je suis pas un militant, voilà, moi je regarde et j'essaie de comprendre. Bon, et je pense que déjà pour savoir ce que, si vous avez envie d'agir, si vous voulez faire de la politique, c'est très bien, il faut déjà comprendre ce qui se passe et savoir ce qu'il faut cibler. Et justement, alors, peut-être pour répondre un peu à votre question, je trouve que je vais faire mon vieux con. Je trouve que chez parfois les jeunes, bon, voilà, le jeune, il fait du présentisme. La vision qu'il a de l'histoire, elle se limite parfois à ce qui s'est passé depuis sa naissance. C'est normal, tout le monde fait ça. Et puis en fait, c'est en vieillissant qu'on acquiert un peu plus de culture. Bon, mais qu'on perd son énergie politique aussi, c'est compliqué. Bon, bref. Et donc, je pense que parfois, dans les mouvements qu'on voit aujourd'hui, qui, par exemple, essayent de se battre contre la gentrification, qui essayent de se battre contre les grands projets inutiles, il y a un côté un petit peu, parfois un peu moraliste, et qui pense que les élus qui ont porté ça ont souhaité les effets sociaux, urbains, économiques que leurs politiques ont créés. Bon, par exemple, c'est le cas de la gentrification. Certes, vous avez des villes dont les centres se gentrifient. Et certes, c'est clair que les politiques urbaines ont pu contribuer à ça. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les politiques urbaines qui ont pu contribuer en partie à la gentrification sont des politiques urbaines qui, souvent, au départ, voulaient sauver le patrimoine architectural urbain des centres-villes et maintenir une présence populaire dans les centres-villes. À Bordeaux, il y a un cas très intéressant d'une société d'économistes liée à la ville qui s'appelle Incité, qui a été spécialisée à partir des années 90 sur la réhabilitation des quartiers centraux de Bordeaux. Et donc elle fait ce que font toutes les structures de ce type-là, elles font des PIG, des programmes d'intérêt généraux, de la résorption de l'habitat insalubre, enfin, il y a tout un tas de dispositifs qui consistent en gros à faire quoi? À offrir des subventions, à apporter des subventions à des propriétaires bailleurs qui louent leurs biens ou des propriétaires occupants qui n'ont pas beaucoup de moyens pour faire des travaux de rénovation, et notamment de rénovation énergétique. Et lorsqu'il s'agit de propriétaires bailleurs, en échange d'un engagement à maintenir le loyer pendant un... Voilà. Ça, en fait, ça a été inventé dans les années 70, et c'est ce qui a permis de maintenir, de faire qu'en France, on n'ait pas des centres-villes désertés, comme ça peut être le cas en Amérique du Nord. Bon. Voilà, mais ça, et moi, quand je parle à des militants à Bordeaux, ils me disent « Cité, faites de la gentrification. » Oui, mais non, pas ça. Enfin, ils font pas de la gentrification. Ils ont des outils. Ces outils ont parfois des limites, parce qu'effectivement, souvent, quand on conventionne avec un propriétaire, on lui dit « On t'apporte des subventions, mais tu plafonnes ton loyer. » Au bout d'un moment, dans certains dispositifs, ce conventionnement, il est limité dans le temps. Bon. Et après, il faut savoir ce qu'on fait après. Et donc, ils font avec les instruments qu'ils ont, et voilà. Et parfois, ces instruments peuvent effectivement créer des effets pervers. Et une fois, justement, à Bordeaux, moi, j'en ai parlé à Philippe Poutou, je lui ai dit, mais Philippe... Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, mettez votre nez dans le fonctionnement de ces structures-là. Sachez à quoi elles servent et comment elles fonctionnent. Et arrêtez de dire,
Bon, et je dis, bah, peut-être qu'une cité, c'est peut-être pas la peine de s'acharner sur une cité, parce que voilà, ils font des opérations de film, de maintien de certaines populations en centre-ville. Par contre, effectivement, si vous allez un peu plus loin, et vous regardez ce que fait l'établissement public d'aménagement Euratlantique, qui est une structure dirigée par l'État pour faire de la rénovation urbaine, genre la Défense. Voilà, et sauf que ce truc-là, comme c'est une opération d'intérêt national portée par un établissement public d'aménagement qui relève directement du ministère, ça échappe totalement aux élus locaux. Enfin, ça échappe s'ils renoncent à mettre leur nez dedans. Voilà. Et moi, je me dis, bah, va plutôt voir ça, parce que ça, c'est là plutôt qu'il y a des vrais enjeux. Et effectivement, si vous allez à Euratlantique, si vous regardez des visuels sur Atlantique, bah, ils font la merde que font tous les EPA à peu près partout. Ils font la même merde que voilà, l'EPA d'Euroméditerranée a fait à Marseille, qu'ils ont fait à la Défense, etc., etc. Parce que c'est des logiques du ministère de la Transition sous tutelle de Bercy qui disent on vous donne du fric, mais ce fric il doit servir à faire venir des investisseurs et à tartiner, ben, je ne sais pas si c'est du vocabulaire archi, mais à produire du logement dans des fiscs en masse, avec des ZAC un peu pourris, avec une hyper-densité souvent justifiée au nom du développement durable. On densifie parce que comme ça, on économise l'espace. Mais non, ils sont en train de fabriquer de la ville un peu carcérale et très laide et pas très sociale. Oui. Je reviens sur l'exemple de l'ANRU parce que justement, moi j'avais l'impression que c'était un exemple assez parlant dans le cadre de la ville néolibérale parce que d'après ce que j'ai compris, la ville néolibérale ce serait l'État garant de la libéralisation. Et à la base, j'ai l'impression que l'ANRU, c'est vraiment ça, c'est-à-dire l'État donne un peu les clés à du coup, de la production de matière par les grands groupes de BTP, etc. Parce que du coup, l'État va financer une partie, mais a quand même créé une agence, je trouve, qui est l'ANRU, qui va être en partie privatisée parce que les financements vont être en partie privés avec Action Logement, qui est, elle, liée aux promoteurs et aux groupes de BTP. Et du coup, est-ce que l'ANRU, ce serait pas justement un bon exemple pour montrer ça avec les bénéfices que ça a Je crois que vous avez une future séance qui est consacrée à... Ouais. Alors là-dessus, moi, je suis moins expert que Renaud Epstein dont je parlais. Alors, effectivement, il y a la mobilisation du 1% logement pour fabriquer du logement qui ne relève pas uniquement de ce qu'on trouve, des typologies qu'on trouve dans les grands ensembles d'habitat social. Donc on va plutôt faire de l'accession à la propriété dans ces, ou de l'investissement locatif dans ces... voilà, en mobilisant effectivement les fonds dormants du 1% logement. Donc effectivement, là, il y a un État qui mobilise une source de financement un peu dormante, en faisant intervenir ceux qui pensent être en mesure de fabriquer du logement qui ne ressemble pas trop à du logement social, donc des promoteurs, etc. Et effectivement, on peut effectivement y voir une forme de néolibéralisme. Et puis, on peut aussi essayer de réfléchir à la manière dont la mixité sociale telle qu'elle est conçue en France ne relève pas du néolibéralisme. Alors c'est un peu contradictoire par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je joue intellectuellement là, parce que moi je suis pas un militant pur intello qui sert à rien. Donc et oui, la mixité sociale à la française, telle qu'on la conçoit, son sous-texte, c'est pas bien quand il y a que des pauvres, c'est pas bien quand il y a que des Noirs et des Arabes. Il faut faire venir les classes moyennes. Et c'est les classes moyennes qui vont civiliser, qui vont montrer aux classes populaires les bons comportements d'habitat et de comportement en ville. Et effectivement, et ça, c'est vrai que c'est un impensé qui est très présent dans la mixité, dans le discours sur la mixité sociale. Parce que la mixité sociale, personne ne sait ce que c'est. De quoi on parle, comment on la mesure, est-ce qu'on la mesure à l'échelle d'une cage d'escalier, d'un immeuble, vous connaissez tous ces débats. Mais ce qu'on ressent quand même, c'est que quand les pauvres sont ensemble, c'est pas bien. Mais le pire, c'est que parfois les pauvres eux-mêmes disent ça. Oui, on en a marre qu'on est tous parqués, on est tous pareils. Mais il y a quand même un certain nombre d'acteurs politiques qui disent en fait, si la mixité sociale, ça veut dire faire exploser les quartiers populaires, moi je suis pas d'accord. Parce que ça part d'une lecture misérabiliste des quartiers populaires, qui part
de l'idée qu'il ne se passe rien, c'est un désert social, il n'y a pas de lien social. Alors, ce qui n'est pas toujours vrai, ce qui est même souvent très faux. C'est même plutôt l'inverse qui est vrai, c'est plutôt les liens sociaux qui sont parfois trop forts et qui empêchent les individus. Donc voilà, il y a donc, j'invite à lire la préface du bouquin d'Olivier Masclet, La gauche et les cités, où il y a une interview d'un ancien maire de Gennevilliers qui dit bah ouais, moi j'ai décidé de rompre avec cette idée de la mixité sociale telle qu'on la conçoit. Parce qu'en gros, elle nous dit les quartiers populaires n'ont pas de légitimité à exister. Or, peut-être que ce qu'il faut dire, c'est que l'État, dans toutes ses ramifications, et les collectivités locales, doivent intervenir et rendre ces quartiers vivables et montrer de la considération pour ces quartiers et leurs habitants. Par contre, faire de l'ingénierie sociale pour dissoudre le pauvre, pour dissoudre la proportion de pauvres ou de catégories populaires, ça, c'est un truc qui, moralement, est discutable. Parce qu'il n'y a pas de raison que les quartiers populaires n'aient pas aussi leurs militants, aussi leur identité, aussi leurs réseaux sociaux, et aussi, pourquoi pas, leur capacité de se défendre et de se représenter, pour peu qu'on les laisse se représenter. Et ça, il faudrait du coup en arrêter avec toutes les conneries sur le communautarisme, etc. Est-ce que vous voyez un lien entre la politique néolibérale et l'idée de métropolisation, c'est-à-dire de Grand Paris, de grandir les villes pour les faire faire des grandes villes, pour les mettre au rang international? Ça, c'est une manière de faire une transition pour la prochaine. Oui, non, mais c'est une bonne question, parce qu'effectivement, là aussi, c'est quelque chose qui m'énerve un peu dans les discours critiques et militants, cette idée que la métropolisation, c'est mal. Alors déjà, je trouve qu'il y a un peu une manière d'être un peu pollué par tous les discours de géographes, enfin de pseudo-géographes comme Christophe Guilluy sur la France périphérique, sur cette arrogance des métropoles qui laisserait de côté ce pays blanc, de petits blancs, old school, abandonné par la gauche, enfin tout ce que raconte Christophe Guilluy sur la... Bon. Donc ça m'énerve un peu, et voilà, je suis pas d'accord avec Faburel là-dessus. Enfin, voilà. Parce qu'en plus, on a tendance, dans ces discours-là sur la métropolisation, alors je suis d'accord sur le fait que ce qu'on peut contester, c'est des politiques de métropolisation qui sont obsédées par la croissance, qui sont obsédées par l'organisation en ville et l'attraction en ville de tous les attributs de la métropolitude, donc les classes créatives, tous les équipements qui font métropole, gare TGV, centre de congrès, etc., quartier gentrifié. Ça, je suis d'accord, il faut alerter nos élus sur le fait que cette politique-là, elle a créé des dégâts, cette course à la croissance. Mais oui, sauf que... Oui, non, mais je suis d'accord. Alors, sauf que, par exemple, lorsque Faburel et ses potes commencent à dire que le Grand Paris, c'est un écocide, que voilà, on fabrique un grand métro, etc. Alors, moi, je suis d'accord sur le fait que peut-être, j'ai pas été regardé de près, qu'il faut regarder la manière dont est fait ce grand métro, ce métro du Grand Paris, regarder quels intérêts sont derrière. Ça, je suis d'accord. Mais de rejeter de but en blanc toute politique métropolitaine, parce que le mot de métropole est aujourd'hui entaché d'une ignominie néolibérale, je suis pas d'accord. Parce que, je termine juste, parce que justement, ça permet de ne pas se poser la question de la gouvernance métropolitaine et de ne pas se poser la question de, voilà, d'accord, peut-être que c'est pas bien qu'il y ait 10 millions de personnes à Paris, dans la région parisienne, mais en attendant, ils sont là et il faut bien qu'ils se déplacent. Alors, alors moi, ce qui m'agace fortement en plus dans ces histoires-là, c'est que cette critique de la métropolisation, elle met tout dans le même paquet. Paris, Bordeaux, Nantes, etc. Et les gars, faut arrêter. C'est mais de quoi on parle? Est-ce qu'on parle de la métropole institutionnelle ou est-ce qu'on parle de la métropole comme forme géographique, comme voilà, il faut vraiment distinguer les choses. Et je veux dire, et moi, ce qui m'énerve profondément, je serais le premier à dire Paris, ça suffit. Il faut revenir à une politique d'aménagement du territoire comme dans les années 60,
tout projet d'implantation d'une entreprise de plus de, je sais plus, c'était 50 habitants, 50 salariés, soumis à une autorisation administrative. Et si on considère que c'est pas opportun, allez, tu te barres, tu vas à Limoges. C'est ça qu'on faisait dans les années 60. Et la politique d'aménagement du territoire dans les années 60, elle a créé les métropoles d'équilibre. Et c'est une politique, alors, dont on ne parle plus du tout, mais qui a eu des effets très positifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la métropolisation dans les villes de province, ça a fait sortir les villes de province de leur torpeur provinciale. Il y a, encore une fois, présentisme des jeunes. Il y a 20-30 ans, mais personne ne voulait aller à Bordeaux, personne ne voulait aller à Nantes, personne ne voulait aller à Marseille. Là, tous les Parisiens disaient « Ah, Marseille, c'est cool !» Mais personne ne voulait faire ça. Donc, la critique de la métropolisation qui consiste à dire « Ah, Bordeaux, c'est une métropole, c'est affreux. » Il faut arrêter. C'est 800 000 habitants, ça va, c'est encore gérable. Après, bon, alors vous allez me sortir « Oui, mais les villes moyennes, etc. » Il y a aussi quelqu'un qui veut parler de vis-à-vis de la métropolisation, mais je pense que c'est à l'échelle des quartiers, des cités sociales, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que finalement, c'est des processus sur un temps long. Et certes, à un moment donné, il y a peut-être une forme de richesse parce qu'il y a une diversité de classes, raciales, etc. Et en fait, c'est voué à sans bourgeoisie, en fait, c'est voué à disparaître. Parce que dans tout processus de gentrification, il y a bien un moment donné où la classe dominante en fait prend le dessus et force en fait les populations les plus précaires et les plus marginalisées à aller vers l'extérieur. Et quand vous parliez des logements sociaux et des espaces publics, en fait, je ne voudrais pas bloquer qu'il n'y a pas de néolibéralisme à l'intérieur parce que le logement social aujourd'hui, en tout cas dans le parc nord-est, il est principalement fait pour la classe moyenne. Et en fait, il y a un processus de gentrification dans le privé, avec déjà des achats, le temps, les gens gentils qui vont faire le même, quoi. Et il y a les politiques publiques qui vont gentrifier et qui vont, au nom de la mixité sociale, en fait, faire des logements sociaux pour une classe moyenne. Et en fait, la volonté derrière, même si elle est inconsciente peut-être, mais c'est quand même de ramener en fait des classes qui ont un pouvoir d'achat et qui sont en capacité de maintenir des commerces, qui payent plus d'impôts, etc. Donc, en fait, il y a une logique néolibérale derrière ça. Et même pour l'espace public, on ne fait pas des espaces publics pour n'importe qui aujourd'hui. On fait des espaces publics pour une certaine classe. Et c'est toujours, quand c'est de la valorisation foncière, on crée un parc pour les enfants des classes bourgeoises, moyennes, socioculturelles, on va dire, élevées, quoi. Et du coup, moi, contrairement à vous, et peut-être que justement je fais de la caricature de la je sais pas, j'ai l'impression que en fait, le néolibéralisme il est partout. Et même dans les assos de quartier, je suis dans une asso sportive de quartier, je vois le néolibéralisme dans mon asso de quartier, quoi. Je vois les coupures de budget, je vois la perte en fait d'interstice en fait, de possibilité de faire autrement. Et du coup, vous disiez qu'il y a, peut-être que quand on se concentre beaucoup sur le néolibéralisme, on ne voit pas les autres possibilités. Du coup, c'est quoi ces autres possibilités? Et si vous avez des exemples, j'aimerais bien les voir. Mais alors, effectivement, moi, je connais pas la situation parisienne. Je la connais livresquement parce que je lis, mais je la connais pas matériellement, de manière sensible. Et je les vois pas tous les jours. D'abord, une remarque sur votre question. Vous êtes passé de métropolisation à gentrification. Bon. Je pense qu'il faut aussi faire attention à ce qu'on entend par là. Peut-être qu'effectivement, la métropolisation, c'est la polarisation des espaces les plus attractifs de la ville dans un certain endroit, et cet endroit étant de plus en plus central, Paris intramuros, en gros, pour la faire courte, qui aurait des effets d'éviction de plus en plus loin et par cercles concentriques de plus en plus larges sur désormais la première couronne, etc. Alors effectivement, si c'est ça, je suis d'accord, c'est un problème.
effectivement, on avait moins de problèmes quand on était confronté à une configuration où les classes supérieures avaient plutôt tendance à se desserrer, plutôt à privilégier des implantations suburbaines, des installations suburbaines, parce que voilà, ils allaient créer de la valeur là où il n'y en avait pas, et ils ne se battaient pas pour les mêmes quartiers que d'autres groupes sociaux. Donc effectivement, on a pure école de Chicago, on a un phénomène de forte compétition autour des espaces. Bon. Alors après, sur l'autre question, quels sont les autres mécanismes? Alors les autres mécanismes, c'est ce que j'ai indiqué un peu plus tôt, c'est-à-dire que aujourd'hui il y a des forces politiques, bien entendu plutôt marquées à gauche, qui proposent autre chose. Il y a plus en plus de villes, enfin plus en plus, en tout cas il y a des villes en France, il y a des maires, il y a des élus qui en gros disent, par exemple ce que je disais tout à l'heure, c'est arrêtons avec ce discours sur la mixité sociale qui est porteur d'un discours effectivement un peu néolibéral de stigmatisation des pratiques des catégories populaires. Voilà. Ceci dit en passant, je ne suis pas sûr qu'il ait fallu attendre le néolibéralisme pour avoir ça. Parce que ce que raconte très bien Olivier Masclet dans La gauche et les cités, c'est qu'en fait, très tôt, les communistes ne veulent pas recevoir dans le logement social les minorités ethniques, les communistes de la banlieue rouge, de la ceinture rouge parisienne, et lorsque ces immigrés sont installés, les maintiennent à distance du pouvoir. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de néolibéralisme dans ça, il y a du racisme, tout simplement, hein. Posture coloniale qu'on a retrouvée même au sein de la gauche. Bon, voilà. Et donc ça ne date pas du néolibéralisme, ces questions-là. Bon. Et aujourd'hui, il y a quand même un aggiornamento, me semble-t-il, dans la pensée à gauche, alors, qui se manifeste peut-être par des signaux très faibles, mais il y a quand même un certain nombre d'édiles qui se disent, bah oui, on a peut-être fait des conneries à miser sur la compétition, la compétitivité, etc., l'attractivité. Le maire écolo de Bordeaux a refusé un équipement culturel proposé par l'État parce qu'il a dit « j'en ai marre de la métropole attractive, je préfère que cet équipement culturel, alors c'était un musée du dessin de presse, aille dans une ville moyenne quand on a plus besoin. » Bon, c'est peut-être un signe parmi d'autres, un signe faible, anodin, dérisoire, mais ça veut dire qu'il est en train de se créer quelque chose maintenant. Même les maires socialistes, une partie du PS, alors il y a tout le PS Delga, Rousset, qui n'est pas là-dedans, mais il y a une partie du PS qui se rend compte que l'obsession pour les emplois s'est traduite par une obsession pour le développement économique et a produit des effets de concentration des métropoles. Bon. Est-ce que l'écologie politique est une pensée alternative au néolibéralisme? Question très très vaste. Un peu. Au sens où, effectivement, les maires écolos disent basta avec les grands projets inutiles, basta avec l'attractivité. Le problème de ces maires écolos, c'est qu'ils disent on va congeler la ville, on va la figer, fini avec l'urbanisation, fini avec la bétonisation, on ne construit plus. Le problème de ces stratégies-là, c'est que, bon, bah d'accord, on ne construit plus, qu'est-ce qu'on fait des gens qui ont besoin de se loger? Voilà, donc bon, mais dans l'écologie urbaine et dans l'écologie politique, il y a des morceaux qu'on potentiellement on peut mobiliser. Dans l'économie sociale et solidaire, il y a des visions sur la manière dont la ville peut ne pas être uniquement un lieu de consommation et de production pour le profit, mais un lieu où on consomme et on produit différemment. Bon, c'est des bribes, c'est des signaux faibles. Mais si on ne parle que de ce qui va mal, mais c'est bien de parler de ce qui va mal. Encore faut-il se mettre d'accord sur ce qui va mal. Comment on l'explique? Mais on risque d'invisibiliser ces signaux faibles et pas de pas travailler à ça. Il y a le municipalisme. Alors en France, on est resté complètement à côté de ça. Mais il y a quand même dans les villes espagnoles, à certaines époques, dans un certain nombre de villes américaines, britanniques, un mouvement qui réfléchit à toutes ces questions qu'on vient d'évoquer, aux nouvelles formes de production, mais aussi aux nouvelles formes de gestion,
à créer des formes de solidarité entre territoires qui essayent de contourner les logiques de la concurrence. Voilà. Donc il y a plein de micro-signaux éclatés, etc. Mais effectivement, je suis d'accord, une fois un géographe, Eric Swinguedoux, disait, en gros, comme idéologie structurée aujourd'hui, il y a le néolibéralisme, il y a le communisme, et il y a le fondamentalisme religieux. Le développement durable et l'écologie urbaine, aujourd'hui, ne constituent pas un programme politique articulé qui permette de trouver des solutions, une matrice qui génère des solutions pour nos problèmes. Bon. Alors effectivement, il y a peut-être ça qu'il faut travailler. Et je pense que justement, si on passe notre temps à rechercher des signes de néolibéralisme un peu partout, on risque de ne pas s'en sortir. Et puis, autre chose. Je pense qu'à un moment, ce que vous disiez là sur le royaume de quartier, vous avez l'impression que les gens sont habités par un virus néolibéral, mais à un moment donné, il faut simplement leur dire que ces gens, ils sont de droite. Ils ne sont pas forcément néolibérales, ils sont de droite. Il y a une fois un très joli documentaire sur la famine en Irlande, et qui disait qu'en fait, l'idéologie des élites britanniques qui avaient conduit à affamer l'Irlande, elle était portée par le libéralisme économique, le racisme et le providentialisme. En gros, si les Irlandais crèvent de faim après la crise de la patate, c'est parce qu'ils sont voués à crever, quoi, parce que c'est leur destin en tant que rebut de la société. Voilà. Et en gros, ces trois éléments-là, providentialisme, racisme et libéralisme foncier, ça constitue une bonne part de l'idéologie de droite. Et je suis pas sûr qu'on ait forcément toujours besoin d'utiliser le néolibéralisme pour voilà. Sauf à dire, voilà, quand les gens sont gauche et néolibéraux, il faut leur dire qu'ils sont de droite. Les catégories de gauche et de droite, c'est encore mon côté vieux con, ça fonctionne encore assez bien. Alors, effectivement, on me dit, ouais, mais Manuel Valls, il dit qu'il est de gauche. Mais non, il dit qu'il est de gauche, mais il n'est pas de gauche. Il faut arrêter de penser que la catégorie de droite et de gauche, ça appartient à des partis, à des formations politiques. Non, le Parti socialiste a été à une époque un parti de droite, il l'a été beaucoup moins dans les années 70, il est en train de le redevenir. Je pense que ça va être la dernière, parce que S'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas parlé, qui voulait poser une question? Moi, j'ai pas eu j'ai peut-être une remarque, juste pour accentuer un peu ce que tu as dit, mais je trouve que la difficulté pour nous, c'est de comprendre c'est quoi nos leviers d'action vraiment en recherche, parce que nous, ce qu'on fait, c'est répondre à une demande extérieure, et du coup, comme on n'a pas vraiment de contrôle sur cette demande extérieure, se positionner par rapport à cette demande, c'est plutôt simple, c'est genre le faire, pas le faire, mais encore, ça ne peut rien faire, du coup, comment est-ce que nous, j'ai l'impression que le métier architecte, il est en train d'évoluer, en fait, on doit s'intéresser à qui fait la demande, parce qu'il ne le prend pas bien, ou parce qu'il ne le prend pas là, et du coup, il y a un truc de... peut-être que c'est un métier qui est en train d'évoluer là-dessus, mais c'est hyper dur pour nous qui ne sommes pas du tout formés à ça, on est formés à répondre à une demande, de se dire, en fait, qu'on a regardé en amont et analysé tout ça pour se positionner. Je trouve que c'est extrêmement complexe, mais en même temps, je vous remercie beaucoup parce que ça ouvre tout un panorama de nouvelles questions et des nouveaux sources, d'internet et tout ça, mais en même temps, c'est aussi hyper perturbant et voilà. Ouais. Moi, je pense que vous, architectes, mais comme d'autres acteurs de la production de matériel de la vie, vous développerez dans votre pratique des connaissances que moi je n'ai pas, par exemple, et que beaucoup de sociologues urbains, de gens qui travaillent sur les sciences sociales de la ville n'ont pas, quoi. Parce que vous allez être confronté à la fois, si vous travaillez pour des projets privés, disons, pour des promoteurs, vous allez être confronté à la logique du promoteur. J'ai jamais trouvé plus habile décodeur des logiques des promoteurs et donc des logiques du capitaliste urbain par essence qu'un architecte. Moi, quand j'apprends énormément de choses quand je parle avec des architectes, ils m'expliquent que à un moment donné, les élus ont beau dire on va faire de l'urbanisme négocié, et pour nous élus, ça veut dire qu'on va imposer des choses aux promoteurs en termes de surface, de logement traversant, de hauteur sous plafond, de taille de balcon, etc. Et puis en fait, à un moment donné, ils sont lâchés en pleine nature par l'élu face au promoteur, et le promoteur a sa marge à faire, et s'il n'est pas défendu par l'archi qui a des choses à opposer à l'élu, il va se faire bouffer tout cru. Voilà.
et vous les archis, parce que, enfin, certaines familles d'archis qui sont confrontées à ces bêtes-là, ben, vous savez comment ça se passe. Vous savez concrètement, en fait, comment ça se fabrique la victoire des logiques du profit immobilier sur la qualité de la ville. C'est pour ça que vous préférez travailler pour faire du logement social, parce que c'est généralement là qu'on a un peu plus de liberté et de la possibilité de faire de la qualité. Mais vous aurez ce savoir-là. Et ce savoir-là, à un moment donné, il faut le théoriser. Pourquoi le promoteur il fonctionne comme ça? Qu'est-ce qui fait que l'élu n'est pas capable de défendre contre le promoteur? Qu'est-ce qui fait que l'élu est lui-même désarmé vis-à-vis du promoteur? Tout simplement parce qu'il n'a pas beaucoup d'autres leviers de négociation que la maîtrise du sol. Voilà. Comment se fait-il que voilà, un EPA fabrique de l'architecture assez médiocre en chaîne? Parce qu'un EPA il est soumis à des objectifs de rendement qui lui sont fixés par la tutelle des tutelles qui est Bercy, quoi. Et ça, moi, je l'ai appris de gens, je l'ai appris d'archi, je l'ai appris voilà. Moi, je me rappelle très bien sur un autre projet urbain bordelais assez médiocre, les bassins à flot. Comment voilà, les archis essayaient d'imposer des choses sur la taille des balcons, sur la hauteur sous plafond, sur les logements traversants, sauf qu'ils étaient confrontés aux exigences des promoteurs, et il y avait beau avoir un architecte en chef, Nicolas Michelin, qui disait je suis garant de la qualité urbaine. En fait, il n'a rien garanti du tout, il n'a rien négocié du tout, ils se sont fait tous bouffer tout cru, parce que derrière il y avait un élu qui avait aucune envie de spolier la propriété privée incarnée par le promoteur. Et ça, c'est dans des logiques d'action concrètes qu'on le perçoit. Je sais pas, moi je ne suis pas en position de vous donner des conseils, mais continuez à avoir une activité intellectuelle et critique dans votre pratique. Ouais, on peut finir là-dessus. Ah ouais, merci beaucoup pour votre conférence. Merci à vous.